Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau podcast. Alors ici, c'est vraiment spécial focus pour vous les filles. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher les filles qui ont entre 18, 45, 50 ans ou même un petit peu plus. L'objectif, c'est vraiment de venir vous donner un maximum de valeurs, de conseils et de tips sur la diététique. Donc on va parler nourriture, on va parler fringales émotionnelles les filles, on va aussi parler des petites habitudes qu'on a, des mauvaises habitudes qu'on a, de l'impact de l'alcool sur le corps, etc. Donc ça va être un podcast qui va vraiment aller dans beaucoup de thématiques différentes. On a fait vraiment 10 grandes thématiques et ensuite à la fin rester jusqu'au bout parce qu'à la fin on va essayer de déconstruire ou non des clichés qu'on a ou des fausses idées qu'on pourrait se faire sur la nourriture et l'alimentation. Donc voilà, je vous présente Ewald qui est aujourd'hui avec nous. Comment ça va? Ça va très bien et toi Aveline? Super. T'es en forme? Oui, plutôt. Ok, trop Comme chouette. toi. Donc du coup, on va parler nutrition. Donc je te propose de te présenter, d'expliquer en 2-3 mots ton parcours et ensuite je te pose quelques petites questions. Il y a aussi des questions qui nous sont venues sur les réseaux sociaux. Donc on a fait des questions ouvertes en story Instagram. Donc ça sera vraiment ciblé sur les femmes et au mieux tu réponds, plus tu donnes de valeur, au mieux c'est évidemment. Voilà, moi pour commencer, je vais bientôt sur mes 34 ans. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis diététicien diplômé. J'ai orienté mon travail dans le domaine du sport principalement et également dans les troubles alimentaires. J'ai fait mon travail de fin d'études sur l'adaptation de l'alimentation méditerranéenne dans les sports de force. Ok. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour le moment, mais en tout cas, on est dans ma spécialité. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de discuter de ça avec toi. On reviendra aussi sur l'alimentation méditerranéenne dont tu parlais, évidemment. On va en parler pendant le podcast. Et alors, aussi, tu as eu un petit parcours avec les bodybuilders, si je ne me trompe pas. Donc, tu as suivi aussi des sportifs de haut niveau, en tout cas avec musculation à l'extrême, on peut dire ça comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas ce milieu-là, où tu les as vraiment aidés à avoir une alimentation pratiquement... un style de vie qui a changé complètement, quoi. Ouais. Donc, j'ai préparé quelques athlètes dans le milieu du culturisme et de la musculation. Alors, attention, je ne vais pas me jeter des fleurs que je n'ai pas. C'était du milieu amateur. Bien entendu, c'était des sportifs très confirmés, mais très confirmés dans le domaine de la musculation. Et on sait bien que c'est un milieu très strict, très difficile. Même pour faire les premiers pas dans une compétition, ça prend des années. Donc oui, j'ai fait ça avec énormément de plaisir. Ouais. Ok, parce qu'on a entendu mille et une choses sur l'alimentation. Donc, soit on déconstruit aujourd'hui, soit tu valides et tu nous dis que c'est tout à fait juste. On va aussi parler de l'impact marketing qu'il peut y avoir sur certains aliments, un peu à la mode, etc. Donc, on va parler de tout ça. Et justement, tu me parlais des bodybuilders. On va commencer un petit peu à parler du rôle des protéines. De manière vraiment générale, on essaie de vulgariser un maximum pour que les gens qui nous écoutent, qui ne soient pas dans le milieu, puissent bien comprendre. Et alors aussi, est-ce que tu pourrais expliquer, pour ceux qui ne mangent pas de viande, parce qu'on sait que c'est majoritairement dans la viande qu'on retrouve les protéines, est-ce qu'il y a d'autres alternatives aujourd'hui, comme moi, ça fait plus de 10 ans que je mange plus de viande, et ça pourrait intéresser des abonnés qui se poseraient la question? Alors oui, pour répondre à la question des protéines, je pense que quand on pense diététique, régime, alimentation, sport, le premier nutriment, le premier complément qui va ressortir, ça va être les protéines, qu'elles soient alimentaires ou qu'elles proviennent d'un complément alimentaire. Je pense que c'est le numéro 1, c'est celle qui pose le plus de questions et c'est celle qui est, je pense, le plus utilisée. Alors il faut garder à l'esprit que la protéine, c'est un matériel de reconstruction, donc ça vient reconstruire du tissu. Quelqu'un qui ne fait pas de sport, ou peu importe quelqu'un qui fait du sport, il a ses cheveux qui poussent, ses ongles qui poussent, sa peau morte qui doit être recyclée, toutes les cellules à l'intérieur de son corps. Et chaque personne a besoin d'à peu près 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Donc une personne de 60 kilos a besoin tous les jours de 60 grammes de protéines pour recycler les tissus naturels de son organisme. Maintenant, quand on est sportif, je parle d'un sportif, on va dire confirmé, les besoins peuvent à peu près doubler. Donc, on va passer sur 120 grammes de protéines par kilo de poids, par kilo de poids de corps et par jour. Pourquoi est-ce qu'on double? Tout simplement en faisant un effort physique, que ce soit la musculation ou un sport d'endurance, on va créer des déchirures musculaires, on va utiliser ces muscles et ils ont besoin d'être reconstruits, d'être en fait tout simplement régénérés. Donc c'est pour ça que le besoin peut aller jusqu'à doubler quand on fait du sport, mais même un sédentaire en a besoin pour ses fonctions vitales au quotidien de toute façon. La deuxième partie de ta question était pour les personnes plutôt végétariennes. Mais qui ne mangeraient pas de viande, parce qu'on sait que majoritairement, on retrouve ça dans la viande. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives, même si on sait que toi, tu es plutôt du côté pro-viande et moi du côté moins viande? Ça fait du débat aujourd'hui, c'est bien. Ouais. Donc voilà, dis-nous un peu, je veux plus manger de viande. Admettons, parce que ça a été un effet de mode, mais il y a quand même des gens qui se renseignent. Et puis voilà, moi personnellement, il y a une partie pour les animaux, mais il y a aussi une partie de me dire, je ne sais pas où elle a été faite, je ne fais pas tout le suivi. Alors on pourrait dire ça de tout ce qu'on mange aujourd'hui, je suis d'accord. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne mangent plus de viande. Comment on fait pour retrouver des protéines si ce n'est pas là-dedans? Alors,
Il y a les végétariens, comme toi, qui ont encore les alternatives avec les œufs, avec éventuellement les poissons, s'ils ont décidé de quand même manger du poisson, et les produits laitiers. Donc disons que les végétariens, c'est simplement une adaptation. Il n'y a pas pour moi de grosse différence avec celui qui va manger de la viande. Tandis que le végétalien, celui qui va supprimer vraiment 100% des produits animaux, il doit, pour avoir des protéines de bonne qualité, faire de la complémentarité protéique. C'est-à-dire aller chercher des protéines d'une certaine source végétale avec une autre source, où on trouve en fait des acides aminés qui sont manquants dans l'une, mais pas dans l'autre, et inversement. Qu'est-ce que sont les acides aminés, si tu peux juste reprendre ce Les mini-point? acides aminés, il faut imaginer qu'une protéine, c'est une longue chaîne de briques. Un acide aminé, c'est une brique. Donc, comme j'ai dit que c'était des briques qui venaient reconstruire des tissus, en fait, notre corps va digérer les protéines, va les couper en petites briques, et c'est vraiment cet acide aminé-là, en fait, l'acide aminé, le résultat de la digestion, qui va être utilisé pour aller reconstruire le muscle, pour aller construire les cheveux qui poussent, par exemple, etc. Eux, en fait, il y a des familles, des acides aminés qui sont manquants dans certaines familles végétales, mais qui ne sont pas manquants dans d'autres, et inversement. Et donc, il faut manger différentes familles végétales en même temps, et en fait, on a le résultat de comme si on mangeait de la viande. Okay. Donc, si on prend des légumineuses et des féculents, on va dire un plat qui est très connu, le riz lentilles, par exemple, on trouve les acides aminés manquants du riz dans celle des lentilles, et inversement, celle des lentilles dans celui du riz. Et donc, on obtient une protéine complète, si on veut, en faisant cet effort-là. Maintenant, la difficulté c'est qu'en apportant des sources protéines végétales différentes, on apporte aussi parfois beaucoup de glucides. Le riz est très riche en glucides, les lentilles également. Et donc, on a un apport de glucides assez important. Il faut tout simplement garder ça à l'esprit et y penser dans son apport glucidique au quotidien. Ok, donc les glucides, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce genre de terme, c'est plutôt vulgairement les sucres? Vulgairement, oui, on peut dire ça comme ça. En gros, ça va être dans l'alimentation classique, les glucides sont en fait les féculents, les légumineuses et les fruits. Et les bonbons? C'est pour ça que je dis l'alimentation classique, parce qu'effectivement, si on prend la malbouffe, les bonbons, les sucreries, les sodas, tout ce qui va être Kellogg's, etc., et effectivement, ce sont des sucres de moins bonne qualité. Alors, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est parce qu'ils ont une charge glycémique élevée, un index glycémique élevé, et donc ils vont libérer beaucoup d'insuline, et donc en fait, ils vont à long terme dérégler la glycémie, favoriser l'excès de poids, augmenter les fringales, etc. Okay. Mais en gros, si on retient les trois familles alimentaires que j'ai dit, donc les légumineuses, les féculents et les fruits, dans une alimentation non transformée classique, ça représente, on va dire, la grosse majorité de tous les glucides de l'alimentation. Ok. Alors, il y avait une autre question. Tu sais, moi, je rencontre, moi, vous le savez, je suis coach depuis très longtemps. Ça fait 10 ans que j'ai été diplômée professeur de sport au départ dans l'enseignement. Et puis, j'ai fait des suivis avec beaucoup de femmes, plus de femmes que d'hommes. J'ai suivi aussi des hommes, mais beaucoup plus de femmes. Et vraiment, ce qui revient régulièrement dans une alimentation non équilibrée, on va dire, c'est l'impact des apéros. Tu vois, boire son petit verre de vin, grignoter, t'as là des scampi frites, t'as envie de les manger, des chips, etc. Donc vraiment, cette malbouffe, mais liée vraiment à l'apéro. Est-ce que c'est vraiment un non catégorique quand on veut faire attention de continuer à consommer de l'alcool? Est-ce que tu le recommandes? Est-ce que tu le recommandes pas, etc. Quel impact l'alcool peut avoir sur le corps et sur un équilibre si on a envie de manger quand même sainement aujourd'hui? L'alcool, pour moi, n'est pas bon pour la santé, de toute manière. Il est uniquement bénéfique à très petite dose, d'accord ? Mais très vite, il devient mauvais pour la santé. Le seul qui, on va dire, est un peu au-dessus des autres, qui apporte un réel bénéfice à la santé, va être le vin rouge. Le vin rouge, parce qu'il y a beaucoup de polyphénols, antioxydants, plein de choses intéressantes dans le vin rouge. On pourrait dire à raison d'un verre pour une femme, 2 verres pour un homme. Alors, toute proportion gardée, je veux dire un verre pour une personne aux alentours des 60-70 kilos, 2 verres pour quelqu'un peut-être jusqu'à 90-100 kilos. Tu parles d'un verre par jour? Par jour, ouais. Par jour, et de préférence au repas complet. Ok. D'accord, et de préférence le soir. L'alcool facilite aussi un peu le sommeil, il faut dire ce qui est. Qu'en journée, ça peut donner un petit coup de barre pour le reste de la journée, ou pour faire du sport après, c'est peut-être pas le plus intéressant. Mais disons, il y a vraiment que le vin rouge qui est très bénéfique pour la santé. Tous les autres alcools, à très petite dose, on va peut-être pas remarquer d'impact négatif, mais ils deviennent très vite néfastes. Il y a pas vraiment de bonnes choses dans le reste, pour moi, de tous les styles d'alcool qui sont proposés sur le marché. Donc à éviter?
quand on commence à prendre soin de soi? À éviter, oui. Maintenant, voilà, un verre de vin rouge, enfin même un petit verre de whisky ou une bière de temps en temps, pour moi, ça fera pas de mal. Hein. C'est toujours mieux qu'un gros snack avec un durum, une portion de frites, un dessert en plus. Voilà. Ok. Autant boire un verre. Ok, on parlait justement de prise de poids. Donc tu sais, chez les femmes, c'est généralement ce qui pose le plus de problèmes, en tout cas lié à l'esthétique, outre le fait de la santé. Parce qu'on sait qu'être en surpoids, ça peut avoir, je pense, une pompe au niveau cardiaque, évidemment, qui est beaucoup plus puissante, vu qu'il y a plus de matière à alimenter. Comment on perd du poids aujourd'hui sans réellement en reprendre? Est-ce que tu as un petit truc en plus qui fait qu'une fois qu'on a perdu du poids, tu sais, c'est cet effet yo-yo qu'on a surtout chez les femmes avec le dérèglement hormonal, etc. Est-ce que tu as un tips à donner par rapport à ça pour éviter de le reprendre après? Alors, généralement, les personnes qui cherchent à perdre du poids sont des personnes qui, de base, ne sont pas forcément, je pense, pour la grosse majorité, dans le milieu de la nutrition ou de l'hygiène sportive et physique. Ce sont des personnes qui, voilà, de près ou de loin, ne connaissent pas vraiment ce milieu et décident presque du jour au lendemain de faire un effort, qu'il soit physique, alimentaire ou les deux. Et souvent, ces personnes veulent mettre la barre trop haut, se serrent trop la ceinture. Alors, c'est très bien, ils arrivent à le faire quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois pour les plus motivés. Mais être à 100%, ce n'est pas tenable dans le temps. Moi, je trouve quelqu'un qui est à 100%, le jour où il va craquer, où il en aura marre, il va vraiment tout lâcher d'un coup. Moi, je conseille plutôt que ce soit mes patients, même les athlètes, alors, ceux qui font de la compétition à haut niveau, à un moment, c'est du 100%, qu'on le veuille ou non. Mais pour sinon, on va dire tout le monde, moi, je conseille plutôt d'être à 90%. Ça permet de durer dans le temps. 90% d'effort contre 10% de plaisir, par exemple? Disons que 90% de rigueur pour 10% de relâche. Je vais plutôt voir les choses comme ça. Ça permet de savoir tenir quelque chose dans le temps. Hein. Je vais inventer, mais voilà, quelqu'un qui mange, on va dire, 4 fois par jour, 3 repas plus une collation, ça lui fait 28 plats par semaine. Si sur ces 28 repas, 28 plats par semaine, il y en a 2 où il fait un écart, où il va manger ce qu'il veut, ça ne représente pas grand-chose. Et 2 fois par semaine, ça fait, je sais pas moi, une sortie le mercredi au milieu de semaine et une le week-end ou le vendredi soir, une le dimanche midi, peu importe. Mais ça permet d'être beaucoup plus relax et de ne pas rester dans une frustration, d'accepter les invitations chez les amis, d'accepter un restaurant, d'accepter d'aller manger chez ses parents ou peu importe. Moi, je trouve que ne pas s'infliger du 100% directement ou peut-être mettre les échelons petit à petit et se serrer la ceinture de plus en plus sur ses efforts, sur ses entraînements, sur ses repas, va permettre de durer dans le temps. Je crois que mettre la barre trop vite ou être trop strict ne permet pas de durer, je pense. Et c'est ça l'effet yo-yo qu'on retrouve généralement Voilà. chez les gens. Quand il y a de la relâche, il y a de la frustration. Donc, la plupart de ces personnes, malheureusement, quand ils lâchent, ils ne lâchent pas juste pour un moment, pour un week-end. Ils lâchent pour de bon. Ah, on reprendra la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, c'est peut-être un peu dur. On va reprendre à 50%. Oh, mais non, finalement, ça m'emmerde. J'ai pas envie. Et voilà. Et puis on lâche. Ouais, tout à fait. Donc, il n'y a pas de remède miracle, si ce n'est qu'un peu de rigueur, même un peu plus, à 90%. Je crois qu'il faut se mettre ses propres limites. Quelqu'un qui veut démarrer à faire du sport, on va pas l'entraîner 6 fois 2 heures par semaine. C'est pas possible. S'il démarre déjà par aller s'entraîner 2 fois 1 heure en faisant un peu de cardio, quelques exercices, or qu'il n'a jamais rien fait, enfin depuis des années, c'est déjà exceptionnel. Et puis, peut-être le mois d'après, il va rajouter une 3e séance. Et puis, il va rajouter une demi-heure à chacune de ses séances. Et puis l'année suivante seulement, il sera peut-être à 4, 5, 6 fois semaine. Mais il ne se sentira pas forcé, pas obligé, pas dégoûté. Il se sera venu petit à petit. Et c'est même lui qui sera demandeur, finalement, d'aller s'entraîner plus, de manger mieux, etc. Voilà, c'est simplement y aller doucement, je pense. C'est comme le sport, en fait. Quand moi, je coach les gens, c'est tout à fait la même chose. Si on y va trop vite, trop fort, qu'on va tous les jours s'entraîner parce qu'on veut changer de corps directement, on abandonne. Et pour le sport, tu as aussi un risque de blessure qui peut fort arriver, tandis que dans l'alimentation, à part de la frustration et du dégoût, je veux dire, au niveau santé, le fait que tu maximises ton alimentation tous les jours, tu ne peux apporter que des bénéfices. Bien sûr. C'est juste psychologiquement et au niveau de ta frustration que tu vas peut-être amener quelque chose de négatif, mais tu risques pas de blessure comme dans le sport, par exemple. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On parle un petit peu, tu sais, du gluten, de ces filles qui ont le ventre ballonné, qu'on se dit, le pain, les pâtes, tout ça, on va arrêter parce que moi, je me sens toujours gonflée. Et tu sais, moi, c'est pas spécialement le fait de me sentir gonflée, c'est plus le fait de me sentir lourde. Un gros plat de pâtes, ça m'endort, j'ai envie d'aller dormir, j'ai plus rien envie de faire après, encore moins du sport. Est-ce que le gluten fait vraiment gonfler le bas du ventre? Est-ce qu'il y a vraiment un aspect esthétique? Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est concrètement le gluten, d'où ça vient et s'il faut l'arrêter ou non? Alors ça, c'est une très très grosse question parce que j'ai souvent des débats avec pas mal de monde à ce sujet. En fait, le gluten, c'est la protéine, donc la chaîne de briques, pour en revenir. C'est la protéine qui se trouve dans la plupart des féculents. Alors, on va dire principalement le blé, il y a aussi le seigle, l'orge.
En gros, c'est le pain et les pâtes. Ok. Le pain et les pâtes et les dérivés transformés, les Kellogg's, les céréales, toutes ces choses-là. Je vais citer quelques féculents qui ne contiennent pas de gluten, les pommes de terre et les patates douces, toutes les sortes de riz, le quinoa, le sarrasin, le maïs, considéré également comme un féculent, enfin, comme un féculent de par sa teneur en glucides. Tout cela ne contiennent pas de gluten. Les seuls qui contiennent du gluten, je l'ai dit, c'est le blé, l'orge et le seigle, on va dire principalement. Donc le pain et les pâtes, ce qu'on fait chez nous. Maintenant, vous allez en Bretagne, vous mangez une galette bretonne, c'est une galette de sarrasin. C'est fait à base de farine de sarrasin. Ce n'est pas comme chez nous ici quand on mange des crêpes, c'est fait à base de farine blanche, de farine de blé. Et farine de sarrasin, pour toi, c'est bon? Oui, c'est un féculent qui ne contient pas de gluten. Donc ceux que j'ai cités, toutes les légumineuses, les fruits, tout ça sont des sources de glucides, mais qui ne contiennent pas de gluten. Pour en revenir à ceux qui contiennent du gluten, donc chez nous, c'est principalement le pain et les pâtes. Le problème du gluten, donc du blé moderne d'aujourd'hui, c'est qu'il a été modifié génétiquement, on va dire en grande majorité le siècle dernier, sur les quelques décennies qui viennent de s'écouler, pour des propriétés économiques, industrielles, gustatives, etc., mais pas pour des propriétés au niveau santé. C'est pour vraiment des propriétés au niveau économique, pour qu'il ait un meilleur rendement, que les cultures résistent à différentes intempéries, que le blé soit aussi beaucoup plus court, beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus facile à récolter. Le blé initial fait plus de 2 mètres. Aujourd'hui, dans les champs, il fait même pas 1 mètre de haut. Donc, le blé a été modifié génétiquement au point que cette protéine, finalement, ne ressemble plus du tout à la protéine qu'on a mangée pendant des millénaires à travers le blé d'avant. Cette protéine a été agrandie parce qu'elle a une propriété élastique et collante. C'est une propriété naturelle de cette protéine. Mais plus on l'a agrandie, plus elle est devenue élastique, plus elle est devenue collante et elle forme un gel dans le bol alimentaire. Et donc, quand on mange un plat de pâtes avec d'autres choses avec, que ce soit des scampi, des légumes ou que sais-je, tous les nutriments présents dedans vont être un peu pris, on va dire, dans cette mélasse, dans ce gel. Et donc, ça va créer une malabsorption au niveau de l'intestin. Elle va également gonfler. C'est une de ses propriétés. Elle a une propriété de rétention. C'est pour ça que le pain, il est beaucoup plus. On prend un pain de sarrasin, il s'écaille. Ouais. D'accord. On prend un pain de blé, il est élastique, il a une levée boulangère, il est bon, il est onctueux. Mais en fait, cette propriété-là n'est pas du tout naturelle du pain. Okay. C'est nous qui l'avons créé pour rendre ce pain gustatif, intéressant. Mais cette foutue protéine qu'on retrouve dans notre tube digestif après, elle gonfle et en fait, elle va écarter les parois de notre intestin et va laisser passer des macronutriments qui en fait n'ont pas été entièrement digérés, qui ne sont pas nocifs, pas mauvais en tant que tels, mais en fait qui passent trop tôt la barrière intestinale au lieu de la passer beaucoup plus tard, une fois qu'ils sont digérés. Et donc, ça crée en fait des molécules qui sont inutilisables dans le corps et en gros, ça devient des perturbateurs endocriniens. Ah oui, ok. Cette sensation de gonflement, de lourdeur, donc c'est par le fait de la propriété de cette protéine, le fait qu'elle écarte les parois de l'intestin. Donc ça, c'est tout à fait juste. Maintenant, plein de monde vont te dire, voilà, moi, quand je mange une pizza ou quand je mange un plat de pâtes, je me sens pas mal, je me sens bien. Pour moi, le gluten n'est pas mauvais pour moi. En fait, je fais un parallèle avec la cigarette ou une canette de coca. Un fumeur qui fume une cigarette ou quelqu'un qui boit une canette de coca, il va bien aimer ce qu'il fait, il va se sentir bien, mais on sait tous que fumer une cigarette ou boire une canette de coca... Sur le long terme, ça sera pas bon. Même sur le court terme, c'est pas bon pour l'organisme. Bien sûr. Voilà. Pourtant, ces personnes ne ressentent rien, ne se sentent pas mal, au contraire, ils se sentent bien. Mais bien sûr, voilà. Parce que c'est agréable, même le goût, il est incroyable. Le gluten, tu as les malades cœliaques. Donc, ce sont des personnes pour qui le gluten est allergique. Ils ont une vraie maladie du corps. Le système immunitaire rentre en marche et le gluten est un poison pour eux. Ça peut les tuer. D'accord ? Donc, un cœliaque qu'on forcera à manger du gluten, un jour ou l'autre, assez vite même, il peut avoir l'intestin qui pourrit carrément. Et donc, ils ont des opérations, on leur coupe le bout d'intestin qui est en mauvais état, on le retire et on fait des jonctions avec les 2 morceaux qui restent. Okay. Et donc, ils peuvent avoir plein de problèmes, des résections intestinales, ils peuvent carrément avoir le tube digestif qui se détruit littéralement. Donc, ces personnes-là ne peuvent vraiment pas en manger, c'est un poison. Comme quelqu'un qui est allergique aux arachides, aux cacahuètes, si tu lui en donnes, il peut avoir un choc anaphylactique et en mourir. Donc, c'est tout aussi grave que ça. Ok. Mais quelqu'un qui n'a pas de problème, ça détériore quand même aussi son intestin. Alors, tu as les intolérants. C'est-à-dire, c'est des personnes où le système immunitaire ne rentre pas en marche, comme les cœliaques, donc ils ne vont pas en mourir, mais ils vont avoir des problèmes mécaniques, des ballonnements, des gaz. Ils vont devoir aller plus souvent aux toilettes. Ils vont pas se sentir bien. Ça ne va pas les tuer, mais ça va les déranger constamment. Ça, ce sont les intolérants. Et puis, tu as la dernière catégorie, c'est-à-dire tout le reste. On appelle ça les sensibles. Ils ne ressentent rien, ils ne voient rien, ça leur fait du bien, mais pourtant on sait que c'est mauvais sur du long terme.
comme l'exemple de la cigarette et de la canette de coca. Donc je sais que voilà, certains pensent le contraire. Maintenant, moi, je suis convaincu de mon point de vue par rapport au gluten et au blé. Donc voilà, c'était pour répondre à ta question. Donc le gluten, c'est non. C'est à éviter. À éviter pour moi. À éviter. Et tu me parlais, on en avait discuté, tu me parlais sabot. S-A-B-O-T, il me semble. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça peut être un repère pour les gens qui hésitent à manger, consommer du gluten? Parce que tu avais un petit tips. Oui, bon, si on retient le numéro sabot, donc S-A-B-O-T, seigle, avoine, blé, orge et triticale. Donc seigle, orge, blé, je les ai cités. L'avoine, il est dedans, il ne contient pas de gluten mais de l'avéine, qui a une propriété similaire. Ok. Un peu moins forte, c'est pour ça que je conseille les flocons de sarrasin plutôt que les flocons d'avoine. Okay. Et puis, niveau micronutritionnel, ils sont plus intéressants aussi. Et le thé, le triticale, c'est très rare. J'ai toujours un trou quand je pense à celui-là. C'est une hybridation entre l'orge et le seigle, quelque chose comme ça. Mais okay. Voilà, en gros, c'est la même famille. En gros, c'est la même famille voilà. Et c'est ceux qui sont du coup à éviter. À éviter. Ok, super. Alors là, on va parler vraiment d'un truc 100% nana. C'est un peu les fringales émotionnelles. Alors peut-être que les hommes en ont, je fais pas vraiment de stéréotypes, mais moi, je sais qu'en tant que femme, par exemple, que ce soit après une rupture, que ce soit un moment difficile en plein examen, que ce soit, peu importe la situation, c'est vrai qu'on a tendance, même on est un peu en dépression, on va se taper Netflix. Alors c'est un énorme stéréotype, un énorme cliché, et on va aller se taper la glace au chocolat ou manger du chocolat. Est-ce que les fringales émotionnelles ont un réel lien avec le système hormonal ? Est-ce que c'est quelque chose qui est extrêmement négatif pour le corps ou non? Donc, parce que souvent, c'est du sucré et du mauvais sucre, comme on disait tout à l'heure, donc les glaces, le chocolat, les bonbons, etc. Est-ce que ça peut faire partie des 10% d'équilibre? Et est-ce que c'est un lien plus féminin, plus masculin, ou ça ne veut simplement rien dire? Je pense pas que ce soit plus féminin que masculin. T'as des fringales émotionnelles? Non, personnellement pas. J'aime bien boire un verre, ça oui, mais... Okay. Donc c'est peut-être un peu plus, vous nous direz en commentaire, mais je pense que c'est un peu plus un truc de nana. Mais je pense que, je veux dire que comme tout, hein, voilà, tout ce qui fait plaisir fait du bien quand on ne se sent pas bien. Quand on a une journée stressante, quand on a appris peut-être une mauvaise nouvelle, quand on, voilà, comme tu as parlé, une rupture ou plein de choses, peu importe, on va aller peut-être se réfugier dans ce qui nous fait du bien. Alors certains, ça va être les produits stupéfiants, l'alcool, le jeu, ça va être le sport. Hein, voilà, pour moi, ça c'est peut-être un bon défouloir. La meilleure fuite. Maintenant, tu as effectivement l'alimentation, tu as plein de choses en fait. Et je pense que en fonction de son point faible, de pas dire son vice, mais de ce qui nous attire le plus, par moment difficile, on va être attiré vers ça. Okay. De toute façon. Donc quelqu'un qui a peut-être déjà une sensibilité avec l'alimentation, de par son parcours, s'il a été peut-être en excès de poids avant, si voilà, il a une relation particulière avec l'alimentation, ça va peut-être être le premier endroit où ça va craquer le jour où il en aura besoin. Okay. Maintenant, je pense pas que ce soit voilà, plus l'alimentation que le jeu ou que la vitesse, ou peu importe. Pour moi, je crois qu'il faut s'écouter. Il faut différencier en fait le vrai, comme tu dis, le craquage émotionnel de l'habitude. Quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de prendre un dessert le soir, il va dire j'ai besoin de mon dessert le soir. Oui, mais tu en as besoin parce que tu as eu l'habitude d'en avoir besoin, pas parce que tu as eu un coup dur aujourd'hui ou que tu as fait plus de sport aujourd'hui et que tu as 2 fois plus faim ce soir que hier soir. En fait, c'est une mauvaise habitude qu'on garde, un peu comme toutes les substances, toutes les drogues, etc. Le sucre, c'est un petit peu ça aussi. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que le sucre est réellement addictif. Ok. Réellement addictif. Hein. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur le rat, parce que il faut dire que le rat, même physiquement, s'il ne nous ressemble pas, il a le patrimoine génétique le plus proche de celui de l'homme sur lequel on peut faire des expériences. Donc le rat est très semblable à l'homme dans les expériences, dans ce que les scientifiques font avec eux. Et ils ont testé l'addiction de la cocaïne et du sucre sur les rats. Et les rats avaient une addiction plus élevée avec les sucres. Donc le sucre provoque réellement une addiction. Il faut se dire que le sucre est un aliment, est un nutriment qui n'existait pas, alors je mets des guillemets, qui n'existait pas il y a un siècle. Donc avant, le sucre, on le trouvait dans les fruits, on le trouvait dans le miel et le sirop d'érable, ces choses-là, mais c'est tout. Il n'y a pas de sucre. Oui, c'est ça. Il y a un siècle, tu allais dans les rayons des grandes surfaces, tu n'avais pas de sucre. Tu avais des aliments naturels, entiers. Aujourd'hui, tu as des rayons complets de sucre. Tu as les sodas, les Mars, les Twix, les Kellogg's, les puddings sucrés, et tu as des rayons complets de ça. Et en fait, c'est une substance qui a été introduite très tard chez l'homme. Et
et elle provoque une énorme addiction. Elle n'est pas chère, elle donne du goût, elle provoque de l'addiction. Les gens Elle adorent. provoque un plaisir aussi, c'est pour ça que les gens Et l'utilisent. elle est autorisée par les industriels et l'État. Donc, effectivement, c'est normal que les industriels s'en servent parce que les gens adorent. Mais c'est ça. Un soda, personne ne pourra te dire que c'est pas bon. Ah ouais, moi, j'aime pas le pétillant. Prends un soda non pétillant, mais c'est bon dans tous les cas. Tu peux pas dire que le sucre n'est pas bon. Il a un goût qui est bon, qui donne du plaisir. Bien sûr, évidemment. Quelqu'un qui se déshabitue du sucre peut être écœuré. Je pense que tu donnerais tu vas me dire, le coca existait déjà, ils ont en pharmacie à l'époque, mais tu donnerais un coca à quelqu'un il y a un siècle qui n'avait jamais l'habitude d'avoir du sucre, je pense qu'il aurait presque... c'est super fort. Il serait presque écœuré. Mais tu as mis ce goût dans tellement de choses aujourd'hui que c'est devenu naturel. Parfois, les aliments sont fades. Ah, il n'est pas sucré, il n'est pas salé. Oui, mais il est naturel ton aliment. Ah, mais c'est bizarre, c'est pas bon. Parce qu'on s'est mal habitué. On s'est habitué à ça. Et en plus, moi, tu m'avais donné un petit conseil d'aller plus vers du chocolat très noir, plus à haute teneur en pourcentage de cacao, du coup. Et c'est vrai qu'au début, passer d'un chocolat, par exemple, au lait à un 80-90% de chocolat noir, c'est amer, c'est pas bon. Il y en a plein qui vont nous dire que c'est dégoûtant. Mais maintenant que je me le suis mis vraiment dans mon quotidien et que je me suis désamorcé, on va dire, du sucre basique, donc qui est plutôt proche peut-être du 5-10%, c'est celui-ci qui me dégoûte aujourd'hui. Ouais. Donc maintenant, j'adore le 85-90%. Au plus il est fort, au plus il est bon, au plus il a du goût. Au plus je vais descendre vers un chocolat au lait, au moins ça va me donner envie. Donc on peut tout autant habituer son corps que le déshabituer. Et je pense que c'est un travail à faire, même si ça met du temps et que c'est dur. Oui, je pense qu'on peut le faire maintenant. Maintenant, la tentation, elle est là tout le temps. Hein. Sans blague. Moi, je trouve qu'il est très difficile d'aller faire ses courses. Par exemple, je parle juste pour acheter un repas, à manger maintenant directement. Comment est-ce que tu veux vraiment acheter un repas qui va être, on va dire, relativement abordable et de qualité? C'est très difficile. Tu peux prendre un Pokéball ou éventuellement un plat chez un japonais, un asiatique. Pour moi, c'est disons, le plus facile, le très bon au goût et très pratique, mais tu es très vite un Pokéball, tu as 15-20 €. Oui, tout à fait. Un plat ou les plats même chez Deli Traiter, là, qu'on peut acheter directement fait, mais qui ne sont pas du tout bons non plus en termes de préparation. Si, tu en as des très bons, mais c'est des petites portions, tu n'as pas grand-chose et tu es à 10-12 € le plat. Donc tu as beaucoup plus facile à prendre un sandwich, à prendre un snack ou à prendre une barre ou n'importe quoi. Mais qualitativement, c'est très dur, je pense, de trouver quelque chose de... Je ne parle pas de sain, mais vraiment de très sain, de bon, de la vraie alimentation. Pour moi, il est très difficile aujourd'hui de la trouver. C'est un vrai combat, je pense, déjà pour quelqu'un qui s'y connaît, pour devoir aller le chercher, dans quel magasin il est, quoi prendre, etc. Mais quelqu'un qui n'y connaît pas, il est complètement perdu, quoi. Ouais, tout à fait. À part cuisiner soi-même chez soi, la personne qui n'y connaît rien, tu la lâches en grande surface, elle ne sait pour moi presque pas se trouver quelque chose de facile, rapide à manger et de qualité. Ah ouais, très tout à compliqué. Fait. Tout à fait. Ok, alors en parlant de repas justement, on va parler du petit-déj. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de gens, et dont tout ce qui est nutritionniste, diététicien, etc., qui nous disent le petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que tu peux nous donner un petit-déj type excellent qui pourrait aller à n'importe qui fasse attention ou pas, qui a envie d'être en bonne santé ou pas, peu importe, vraiment un bon petit-déj? À quelle heure est-ce qu'on le prend idéalement? Est-ce que c'est important ou est-ce qu'on peut le sauter si les gens qui n'ont pas faim le matin? Est-ce qu'on doit les habituer à avoir faim le matin et déjeuner? Ou est-ce que tu es plutôt du côté à manger quand on a faim? Alors, si on parle du déjeuner, donc pour une personne qui a un horaire de bureau, on va dire, quelqu'un qui se lève entre 5h30 et 8h du matin et qui déjeune en matinée, maintenant qu'il y a des personnes qui ont un travail décalé ou avec des horaires décalés, voilà, ça ne les concerne pas. Nous, on va se baser sur, on va dire, la personne standard avec un métro boulot dodo. Pour moi, est-ce que le déjeuner est le repas le plus important de la journée? Je dirais oui. Est-ce qu'il est obligatoire? Je dirais non. Maintenant, je trouve que la plupart des personnes qui se disent « Ok, il n'est pas obligatoire, je vais attendre le repas de midi », la plupart de ces personnes craquent avant midi. Okay. Alors, ils vont souvent acheter un petit truc, une petite collation, un petit truc sucré, etc. Moi, je trouve, entre une personne qui n'a pas le temps, qui n'a pas d'appétit et qui préfère manger un petit truc vite fait, bien fait, mais qui finalement n'est pas diététique, alors je dirais « Alors ne mange pas ». C'est mieux que tu commences ta journée à jeun et que tu attendes à midi pour manger quelque chose de correct. Je préfère quelqu'un qui ne mange pas le matin plutôt que quelqu'un qui mange mal. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est bien manger le matin alors bien manger le matin. Un petit déj type là que tu nous prépares. Alors, bien manger le matin, c'est déjà pas de sucre. Ok. On commence pas en habituant son corps au sucre. Et le problème, c'est que le déjeuner occidental classique, c'est du sucre. C'est des viennoiseries, croissant. des viennoiseries, des Kellogg's, de la confiture.
Du Nutella, incroyable. Voilà. Donc ça, en fait, il y a que chez les Occidentaux où on mange mal le matin. On va pas très loin, on va en Angleterre. L'Angleterre, c'est pas loin. Eux, ils ont quoi le matin? Ils ont des œufs, ils ont des... pas les pois chiches, mais les haricots, les beans. Ouais, tout à fait. Ils ont du bacon, voilà, tout ça. Donc, ils ont, on va dire, un repas chaud complet le matin. Ouais. Pas de sucre. Ouais, Voilà. c'est vrai. Tu vas un peu en Méditerranée, ils peuvent te manger de l'avocat, du saumon le matin, des poissons. Tu pars carrément en Asie. Là, on est parti sur des choses excellentes. Donc, en fait, l'image qu'on a du déjeuner chez nous, on est les quelques, une faible partie de la population de la planète à manger mal le matin. Ouais, bien sûr. Donc, pas de sucre. J'ai pas dit pas de glucides. Quelqu'un qui veut avoir une base de féculents complet le matin, pour moi, il n'y a pas trop de problème. Mais pas de sucre. Et alors, des protéines de haute valeur biologique, de préférence. Donc, ça comme des œufs. protéines animales, des œufs, voilà. Et un apport en bonne graisse. Donc de l'avocat, du saumon. Mais pour moi, les œufs combinent le tout. Ah oui, parce que le jaune d'œuf, il y a des lipides. Donc, et bien protéines sûr, dans le blanc. les œufs planaires, les œufs bio. La qualité nutritionnelle de l'œuf sera vraiment supérieure que les œufs d'élevage intensif qui seront nettement moins bien. Alors pour les personnes qui ont encore peur du cholestérol dans les œufs, donc ça a été largement démontré que le cholestérol alimentaire, celui des œufs principalement, n'influence pas le cholestérol sanguin. Donc plus on en ingère, plus notre corps va baisser sa production de cholestérol, et moins on en ingère, plus notre corps va la monter. Donc ça ne va pas influencer vraiment, même pas du tout, le taux de cholestérol sanguin. L'inactivité, l'excès de poids, les sucres, tout ça, ça va augmenter le taux de cholestérol sanguin, mais pas le cholestérol en lui-même. D'accord ? Ok, ça c'est bon à savoir. Pour les personnes qui ont encore un doute, vous pouvez prendre les œufs de poule qui ont été élevés aux graines de lin. Donc en fait, on les a nourris uniquement aux graines de lin. Comment on sait ça ? C'est écrit dessus. Ok. Il est mis œufs avec oméga 3 ou poules nourries aux graines de lin. Ah oui, ok, Voilà. je vois. Tu as une marque connue, Columbus. Ouais, Columbus, tout à fait, c'est ça que je Et donc, pensais. en fait, dans les œufs, il n'y a plus de cholestérol, plus du tout. Et il y a même des oméga 3 dedans. Ok, super. Donc, les personnes qui ont encore un doute et qui ne sont pas... c'est sûr que les études pour les cholestérols, quelques années plus tard, on va te dire, ben non, voilà, il y a toujours un peu un ping-pong entre le oui et le non. Moi, je suis convaincu que c'est non. Mais pour les personnes qui ont encore un doute, alors vous prenez des œufs de poule élevés aux graines de lin. Les œufs, pas de sucre, des protéines de haute qualité, des graisses de haute qualité. Ok, Voilà, pour moi, et se réhydrater aussi le matin, ça c'est important oui, pour toi, mais bon, bien ça sûr, c'est indépendamment du petit même déjeuner. dormir avec Quoi. une bouteille d'eau à côté de son lit. Hein. Ouais, tout à on fait. se réveille une fois à la nuit pour aller aux toilettes, on boit de l'eau par réflexe. Ok. Maintenant, les gens font parfois des grands yeux, mais un repas complet le matin. Si une personne a envie... Ça, faut y aller, je te jure. Faut y aller. Faut y aller. C'est comme démarrer le sport, démarrer une diète, etc. Il faut pas mettre la barre trop haut. Moi, tranquille, quoi. Moi, il y a des déjeuners que j'ai déjà fait où il m'a fallu des années pour me dire un jour je vais manger ça. Et puis oui, mais toi, ça t'est déjà même arrivé de manger un steak le matin. Oui. Comment c'est possible ? Tu te lèves le matin, il y a des gens qui ont envie que de sucre, tu vois. Donc passer aux œufs, je trouve que c'est une chouette première étape. Mais passer à un plat de pâtes le matin, mais voilà. Je pense que petit à petit, on va prendre l'exemple de celui qui ne déjeune pas ou qui n'a pas faim. On va peut-être la première solution, on va dire la solution un peu roue de secours pendant quelques jours, quelques semaines, ça va être par exemple le shaker à boire. Ouais. Donc il aura quelque chose de liquide, facile à avaler. Donc, dans lequel il peut mettre ses protéines, par exemple. Oui, c'est ça en fait quand je disais le shaker. Donc il va avoir des protéines de haute qualité, on peut lui conseiller quelques noix, quelques amandes à manger sur le côté. Donc en fait, il n'aura pas de sucre, protéines de haute qualité, graisse de bonne qualité avec les amandes par exemple. Et c'est un déjeuner, il ne faut pas d'appétit, il ne faut pas de cuisson, pas de vaisselle, pas de préparation, enfin ça va très vite. Ça reste sucré, enfin ça goûte le chocolat, la vanille, enfin le parfum que tu auras choisi pour ta poudre protéinée par exemple. Ça reste liquide, ça va vite. Donc quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger, n'importe qui mange pas le matin, il peut boire un CCML, il n'aura pas dur. C'est pareil. Ouais, tout à fait. Voilà. Enfin c'est pareil au niveau du goût. Et puis petit à petit, lui faire passer sur quelque chose de plus solide. Comme les œufs. Ou pour rester sur une tendance sucré, frais. Un petit yaourt par exemple. Yaourt, poudre de protéines dedans, flocons, beurre de cacahuète, on mélange. Et donc là, il va plutôt mâcher. Ça va déjà être plus consistant. Et puis, faire passer sur quelque chose de plutôt chaud salé, comme les œufs. Et petit à petit, voilà. Et puis on s'arrête là. Ouais. Et puis on s'arrête là. On va pas leur conseiller de manger un steak encore le matin. Mais voilà, donc c'est sûr que du jour au lendemain, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger ou qui a toujours mangé des Kellogg's, il mangera pas de la viande et des légumes le matin. Bien sûr, il va commencer par les différentes étapes, les différents exemples que j'ai donnés. Et petit à petit, ça deviendra sa routine, quoi. Ouais. Ok.
Donc, à ne pas négliger. Alors, on parle aussi, tu sais, il y a une énorme mode. Alors, je pense que toi, tu en entends parler depuis plus longtemps que les personnes qui m'en parlent seulement récemment. C'est tout ce qui est complément alimentaire et super aliment. Donc, complément alimentaire, c'est par exemple quelqu'un qui prend du magnésium, de l'oméga 3. Enfin, tu nous diras un peu ce que tu recommandes ou non de prendre. Et tout ce qui est super aliment, c'est, tu sais, les graines de chia, la spiruline. C'est tout cette nouveauté qu'on parlait pas vraiment avant. Enfin, moi, ça fait pas super longtemps que j'en ai connaissance. Est-ce que on les met d'office dans son alimentation? Est-ce que c'est inévitable aujourd'hui de vivre avec des compléments alimentaires? Est-ce qu'on a besoin de compléter son alimentation? Il nous manque quelque chose? Est-ce que tu en recommandes? Si tu en recommandes, est-ce que tu en as 5, par exemple, à nous recommander? Et si tu es contre ça totalement, explique-nous pourquoi aussi. Alors, dans les compléments alimentaires, pour moi, il y a 2 familles. Donc, il y a les compléments, on va dire, sportifs. Donc, ce sont les poudres protéinées, les BCA, la créatine, les fat burners, les pré-workouts. En gros, c'est tout ce qui se vend dans les magasins de compléments alimentaires. Alors, je ne leur jette pas la pierre. J'ai travaillé pendant plusieurs années chez une grande marque tu peux la dire, on peut leur dire un petit coucou. Sport Nutrition, voilà, je retransmets mon bonjour. J'ai travaillé pendant 4 ans chez eux, à Solid Wavre, voilà, très, très, très chouette expérience. Donc, vous avez vraiment ces compléments sportifs. Dits sportifs, pour moi, ceux-ci vont travailler sur l'instant, sur la performance. Ok. D'accord. Donc ça, c'est plutôt pour ceux qui sont dans le milieu du sport, on est d'accord? Principalement, mais pas que. Ok. D'accord. Et puis, il y a, pour moi, l'autre catégorie, c'est les compléments santé, qui sont principalement les micronutriments, les vitamines, les minéraux. Donc, on est d'accord que ceux-ci, c'est plutôt, par exemple, pour ceux qui sont en carence, on va aller leur complémenter l'alimentation? Alors, en carence, mais pas que, de nouveau, je vais répondre de la même manière. En fait, ces compléments-là, les compléments dits santé, pour moi, tout le monde devrait les consommer. Tout le monde devrait en consommer. Donc toi, tu es pour prendre des compléments alimentaires? Je suis pour les compléments santé. Donc, tu as donné l'exemple de 5. Ben c'est très simple. Je vais en citer 5. Pour moi, la vitamine. Donc, je parle du Belge, enfin de la personne qui vit en Belgique avec le mode. Parce que tu allais parler de la vitamine D, je suppose. Voilà, exactement. Donc évidemment, pour ceux qui vivent en plein soleil toute l'année, quelqu'un qui habite au Soudan et qui est jardinier ou agent d'entretien au Soudan, enfin entre les deux tropiques, mais peu importe le pays, toute l'année à l'extérieur, cette personne n'aura pas besoin de vitamine D. Maintenant, Belge, pour un Belge, quoi. Voilà, Belge qui n'a pas les moyens de partir en vacances tous les mois au soleil et même ici avec les fortes chaleurs qu'on a parfois. Les fortes chaleurs qu'on a, ça reste quelques jours, quelques semaines durant l'année. On est habillé, on n'est pas torse nu à l'extérieur toute l'année. Et puis pour la plupart d'entre nous, on a des boulots d'intérieur. Je veux dire, de 8h à 17h, on est à l'intérieur. Ouais, mais de 17 à 21, je suis sur une terrasse en plein soleil. Oui, mais le soleil est déjà retombé. Les rayons sont beaucoup moins impactants au niveau de la peau pour la création de la vitamine D. Mais on va dire le Belge classique qui a un mode d'alimentation classique. La vitamine D, tous les Belges devront en consommer, obligatoirement. Les oméga 3 aussi. Alors les oméga 3, à moins d'avoir une alimentation de japonais, c'est-à-dire on va fortement diminuer les oméga 6 pro-inflammatoires qui sont très courants chez nous, dans l'alimentation occidentale, dans les viandes, etc. Et augmenter très fortement le poisson gras. C'est pour moi ça. C'est pour toi. Donc il faudrait manger, je pense, un gros 200 à 300 grammes de poisson gras tous les jours. Pour éviter l'oméga 3. Donc toute l'année. Les Belges sont carencés. Voilà. N'oublions pas que plus on prend des grands poissons, si on prend l'exemple du saumon, à l'inverse d'une sardine, d'une petite sardine, plus le poisson va être grand, plus il va emmagasiner des métaux lourds, des polluants et des mauvaises choses qu'on va également ingérer en mangeant ce poisson. Donc c'est vrai que je vais dire ça à double tranchant, oui et non, parce qu'il y a quand même plus de bénéfices à manger du poisson que de ne pas en manger. Mais disons que les oméga 3, c'est très difficile. La vitamine D, il faut être riche, partir en vacances tout le temps. Les oméga 3, il faut avoir une alimentation de japonais. Le zinc, c'est quoi? C'est les fruits de mer, les huîtres, un peu les abats. Oh, ça c'est dégoûtant. Pas courant. Donc le zinc est une carence courante chez nous également. Et le zinc, tu me dis si je me trompe, c'est aussi pour les nanas, parce qu'on parle beaucoup des filles, tout ce qui est ongles, cheveux, peau. Oui, c'est un cofacteur hormonal très intéressant, notamment au niveau de la testostérone, autant chez les hommes que chez les femmes. Mais également, il rentre dans la création et l'entretien des tissus, les ongles, les cheveux, la peau. Voilà, très important. Mais d'ailleurs, dans la plupart de ce qui se vend en pharmacie, parapharmacie, les produits pour les cheveux, il y a toujours du zinc dedans. Le Cystifan B6, le Aline, je pense. Voilà. Moi, j'aime bien la marque Phyto. C'est vrai que j'en avais parlé sur ma chaîne, mais il y a aussi du zinc. Moi, je ne les connais évidemment. pas tous, mais la plupart des compléments qui se vendent en pharmacie, parapharmacie,
pour les cheveux, l'entretien des cheveux, il y a du zinc dedans. Donc, on est sur la vitamine D, les oméga 3, le zinc. Alors, je parle de la vitamine C. Vitamine C, Donc, la vitamine C, aujourd'hui, les fruits en grande surface, ça va peut-être en décevoir beaucoup, mais c'est de l'eau, du sucre et des pesticides. Donc, moi... Si tu vis pas dans le sud de la France, en plein soleil, avec voilà, des bons fruits... C'est ça, à moins que tu achètes du bio. OK. Ouais, OK. Donc, tu achètes du bio qui pousse chez nous, excellent. Tu achètes du bio qui pousse à l'autre bout du monde, on va te cueillir ta banane, elle va être verte. On va te l'amener en Europe, elle va être jaune, et puis elle va être dans le supermarché bio, tu vas la consommer. Donc, effectivement, elle n'aura pas tout... Enfin, tout le processus, on va dire. Oui, mais disons qu'elle va surtout exclure tous les pesticides et les mauvaises choses de la culture classique des fruits qui ne sont pas bio. Mais le deuxième problème, c'est qu'en fait, on l'a cueillie, elle n'était pas à maturation. Et c'est vraiment dans sa maturation qu'elle va développer tous ces nutriments. Donc, disons que quand tu prends des fruits bio, tu exclus beaucoup de mauvaises choses, mais toutes les bonnes choses que tu es censé avoir en l'accueillant toi-même de l'arbre, tu ne les as pas non plus. OK. Donc, pour avoir un apport suffisant en vitamine C aujourd'hui, c'est très compliqué, voire impossible. D'ailleurs, il y a une maladie, le scorbut, c'est une maladie horrible. Les marins avaient ça en mer à l'époque, il y a plusieurs siècles, quand ils partaient. Ils ne gardaient pas beaucoup de fruits et de légumes, ils mangeaient beaucoup de produits macérés, salés, qui pouvaient partir avec sur le bateau, et puis ils avaient la pêche aussi directe. Et en fait, ils avaient, donc là, c'est une maladie horrible, on a les dents qui se déchaussent, on finit par en mourir. Voilà, c'est le scorbut, c'est une maladie qui avait pris fin pendant longtemps, okay, et qui est revenue récemment parce que... On manque de vitamine C. On manque de vitamine C. Or okay, que c'est voilà, et puis finalement c'est un complément tout bête, hein, il suffit d'en prendre pour ne pas être carencé. Chez nous c'est quand même assez rare, c'est une carence extrême, je parle. Hein. Bien sûr, évidemment. Mais maintenant on apporte un peu de vitamine C, on n'aura pas le scorbut, mais il faut en apporter beaucoup pour en tirer vraiment les effets bénéfiques. On est dans la rue, on respire la pollution des pots d'échappement, on mange de la nourriture, on mange des plastiques et des polluants sans s'en rendre compte. Eh ben toute la vitamine C, le peu de vitamine C qu'on a mangé sert à nous protéger de cette oxydation. Elle va être utilisée pour en fait combattre les mauvaises choses, mais pas pour donner à notre organisme tous ces bienfaits qu'elle peut nous apporter. J'ai compris. Et donc, en dernier, le magnésium. Le magnésium. Ouais, okay. Le magnésium, assez difficile à avoir dans l'alimentation. On le trouve dans les amandes. Les bananes et le chocolat, je pense. Le chocolat, donc le cacao. On parle bien du cacao, les bananes un petit peu. L'eau épars. Et très bon pour les sportifs de haut niveau. Moi, c'est le magnésium, c'est ce que je recommande contre les crampes. Tu sais, quand tu as des crampes après un entraînement, manger une banane notamment, ou alors prendre un complément, effectivement. Disons qu'un non-sportif aura besoin entre 3 et 500 mg de magnésium par jour pour toutes ses fonctions, hein, au même titre que les protéines. Quelqu'un qui ne fait pas de sport, il en a quand même besoin. Tout à fait. Maintenant, quelqu'un qui fait du sport ou qui a un effort physique de par son boulot, quelqu'un dans les jardins, dans le bâtiment, quelqu'un qui fait 20 ou 30 000 pas par jour, parce que voilà, il travaille dans un hôpital, il part de service en service, ou que sais-je. Quelqu'un qui transpire beaucoup, que ce soit par la forte chaleur ou par l'effort physique, on va perdre du magnésium. D'accord ? Donc, quelqu'un qui a un boulot physique, qui transpire beaucoup, qui en plus fait du sport, le besoin en magnésium peut doubler, tripler, quadrupler. OK. Une personne qui fait un ultra trail, les courses d'extrême, là, où ils sont partis pendant des 8, 10, 15 heures, etc. Ces personnes, sur 24 heures, ont une demande en magnésium qui explose. Énorme. Okay. Le magnésium, si on n'en a pas assez, ça va être de la fatigue, ça va être des crampes musculaires, ça va être un manque d'antioxydants. Le magnésium est un très bon antioxydant également. Il rentre dans un peu plus de 400 fonctions chimiques dans l'organisme. Donc très complet, très important. Pas facile à avoir dans l'alimentation. Et quand un sportif fait du sport ou quand quelqu'un a un effort physique de par son quotidien trop intense, la personne va d'office être carencée en magnésium. Donc comment on sait si on est carencé? Si on a le muscle qui spasme au niveau parfois de l'épaule ou du triceps. Et de l'œil, la paupière. La paupière, ça c'est le plus marquant. Okay. Le vacillement de la paupière, ça c'est le plus marquant. Okay. Mais parfois les mollets qui spasmotent, excuse-moi, au niveau du triceps, au niveau de l'épaule, un muscle qui spasmote tout le temps, ça c'est des carences en magnésium, très souvent. La paupière d'office. Maintenant, c'est pas parce qu'on n'a pas ça qu'on a suffisamment de magnésium. Mais si on l'a, ça veut d'office dire qu'on n'en a pas assez. Ça, c'est sûr. Donc moi, je pense que vraiment ces 5-là sont... Alors, est-ce que tu peux nous répéter, donc pour toi, les 5 compléments alimentaires inévitables pour un Belge ou une Belge à consommer? Donc les oméga 3, la vitamine D, la vitamine C, le zinc et le magnésium. Donc ces 5-là, toutes les personnes sportives et patients qui viennent chez moi, je n'ai pas besoin de leur faire une prise de sang pour les complémenter dans ces 5-là. Je le fais d'office.
Ok, donc d'office. c'est hyper important. Maintenant, comme je t'ai dit, la personne me dit, bah voilà, moi je me suis marié à une japonaise il y a 10 ans et je mange du poisson 7 jours sur 7 et je mange pas de viande. Et voilà, j'ai Elle certainement... n'aura peut-être pas d'oméga 3 à prendre, quoi. Ça reste des cas exceptionnels. Est-ce que tu as une marque à recommander? Est-ce que tu en as pris avec toi? Est-ce que tu sais... Voilà, on n'est pas là pour faire de la pub pour l'une ou l'autre marque. D'ailleurs, on n'est pas du tout sponsorisé dans cette vidéo par les marques. Mais est-ce que toi, en tant que spécialiste, tu sais, parfois c'est dur. Ah, en plus, le marketing, laisse tomber. Ça nous envoie des tonnes et des tonnes d'influenceurs qui nous donnent des marques, etc. Est-ce que toi, t'en as recommandé? Alors, pour les compléments sportifs, alors là, je suis un peu plus large. Oui. Donc, je retourne chez Sport Nutrition parfois. J'achète, j'ai pas vraiment de règles. Ok. Bien sûr, quand j'ai le complément, je l'analyse et je vérifie plein de choses. Mais j'ai pas de règles vraiment définies pour ça. Par contre, les compléments santé, je travaille autant pour moi que pour mes patients. Je n'utilise que 3 marques. J'utilise Nutrilogix, c'est luxembourgeois. Nutrimuscle. Alors, Nutrimus, ça fait muscles, sportifs, etc. Mais en fait, ils sont très axés pureté des compléments, santé, qualité, traçabilité. Vraiment exceptionnel comme marque. C'est franco-belge. Et alors, NutriPure, qui est français. Ces 3-là, pour moi, sont irréprochables. D'accord ? On peut trouver l'un ou l'autre petit défaut, mais vraiment très négligeable sur ces 3 marques-là. Il y a encore l'un ou l'autre complément parfois que je ne trouve pas, ou pour des raisons financières, je vais parfois chez Medi-Market pour encore en acheter. Mais c'est vraiment Tu évites. 1 ou 2, j'évite. Mais c'est vraiment chez ces 3-là. J'en ai pris avec moi, donc je parle bien des compléments santé. J'ai pris ceux qui étaient transportables, ma vitamine D, les oméga 3, je les laisse au frigo, donc je les ai pas pris. Alors, ça fait un gros coup de pub à Nutrilogix parce que J'espère que vous allez sponsoriser cette vidéo. Les 4 viennent de Nutrilogix. Ok. Donc ici, j'ai le zinc, la vitamine C, le magnésium. Alors, Nutrilogix n'est pas une couleur où les pots sont orange, c'est parce que ce type de nutriments-là, ils sont classés par couleur sur leur site. Ok. Et ce sont des minéraux ou des vitamines et ils ont la couleur orange. Okay. J'ai également pris ce petit flacon, mais ce n'est pas mon flacon de vitamine D, c'est mon flacon d'iode. Alors, pourquoi je l'ai pris? Parce que pour illustrer, la vitamine D est exactement sous le même format. En gouttes. Voilà. C'est ça. Exactement sous le même format. Très pratique, très très bon marché. Donc la vitamine D chez Nutrilogix, comme ça, tu as 1100 gouttes. Oui. À 2000 unités par goutte. Moi, je prends 5 gouttes par jour, 10 000 unités. Donc, tu en as pour plus de 200 jours. Et les gouttes, tu les mets dans un produit gras? Tu les mets sur la main? J'ai fini de manger mon plat, je me mets 5 gouttes ici et je les prends comme ça ou sur la cuillère et je le prends comme ça. Okay. À ne pas mettre sur un plat bouillant, chaud, parce que la vitamine D va être détruite. Okay. Et je la laisse au frigo. C'est une graisse, donc vitamine A, D, E et K sont des vitamines liposolubles. Les graisses sont un peu plus sensibles à la chaleur, à la lumière, donc je les laisse au frigo. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris avec moi aujourd'hui. Les oméga 3 sont également au frigo. D'accord. Les oméga 3, c'est très jaune. En fait, ce sont des billes de graisse. Enfin, des billes, on appelle ça des soft gels, des petits ballons de rugby. Oui, tout à fait. C'est de la graisse de poisson. Ou parfois de l'huile d'olive ou une autre huile où ils ont mis les oméga 3, mais ça, en fait, ça reste des billes de graisse, on va dire. Et dedans, il y a le fameux EPA et DHA qui sont en fait les oméga 3, on va dire la Rolls-Royce des oméga 3, okay. qui sont en fait des oméga 3 très rares à l'épuiser. Alors, quelqu'un qui ne mange pas de produits animaux va te dire « Ah ben moi, je prends de l'huile de graines de lin, de chanvre, de colza, qui sont très riches en oméga 3, mais ils sont très riches en oméga 3 général. » Ok, si tu veux l'oméga 3 général. Mais pour dériver en EPA et en DHA, l'organisme a un taux de conversion très faible. Donc, un végétalien qui prend de l'huile de graines de lin tous les jours, l'huile de graines de lin, 60% d'oméga 3, excellent, anti-inflammatoire, vraiment. Cool. Moi, je prends une cuillère à soupe tous les jours avec mon déjeuner. Ok. Elle est au frigo aussi, je ne l'ai pas pris avec moi. Mais voilà, je complémente en plus avec les oméga 3 dits animaux ou qui contiennent de l'EPA et du DHA, qui sont en fait les oméga 3 vraiment recherchés pour tous les bienfaits. Quoi. Ok, on va les ranger pour pas leur faire trop de pub. Hein. Et alors, on va passer, juste avant de passer à un petit jeu un peu des clichés, j'aimerais que tu nous donnes 3 habitudes qui peuvent tout changer. Vraiment, donc, je suis une nana de 32 ans. J'ai envie d'avoir 3 habitudes alimentaires qui changent ma vie, qui sont bonnes pour la santé. Qu'est-ce que je mets en place? Quelque chose de facile pour quelqu'un qui débute dans l'alimentation. Alors, quelque chose de facile quand on débute, j'irais, si je dis par exemple retirer les sucres, quelqu'un qui débute aura très difficile à faire. Maintenant, 3 choses faciles à faire. Alors, c'est con, mais l'hydratation. L'hydratation, souvent, quand on ne s'hydrate pas assez, on est déshydraté, on ne s'en rend pas compte. Et en étant déshydraté, on a une perte de fonction cognitive qui se marque très vite avec la déshydratation. Donc,
plus la flegme, moins envie de faire des choses, tout au ralenti, un début un peu de Maux maux de tête. tout Voilà. à fait. Et donc, en fait, toute ta journée est un peu au ralenti. Moins motivé pour sortir, faire peut-être du sport, aller faire tes courses, entreprendre des choses, etc. Donc, bien s'hydrater, pour moi, c'est vraiment important. Comment on sait si on est suffisamment hydraté? Alors, mis à part la première urine du matin qui est foncée chez tout le monde, il faut tendre à ce que celle du reste de la journée jusqu'au soir soit relativement claire. Alors, claires, elles ne doivent pas être transparentes comme de l'eau, mais je vais donner un exemple très simple. Une bière blonde Pils, une Jupiler ou une Maas, tout le monde connaît la couleur, même si on n'en boit pas. Si l'urine commence à s'approcher de cette couleur-là, voire atteindre cette couleur-là, ou la dépasser, c'est encore pire, c'est qu'on est déshydraté. Donc, il faut toujours il faut imaginer qu'on a pris sa bière avec un demi-litre d'eau, qu'on a mélangé les deux, et là, on obtient quelque chose de jaune très pâle, ou pâle, on va dire. Il faut que l'urine soit tout le temps comme ça. Ok. Donc, quelle quantité d'eau il faut boire sur la journée? Il n'y a pas de règle. Une femme de 60 kilos dans un boulot de bureau avec de l'air conditionné qui ne fait pas de sport aura largement assez qu'un litre et demi sur sa journée, tout liquide confondu. Un homme de 90 kilos dans le bâtiment, à l'extérieur, sous 30 degrés et qui va 2 heures à la salle le soir, je pense que même lui, avec 5 ou 6 litres, n'aura pas suffisamment d'hydratation. Et je dis 5-6 litres, ça peut paraître énorme. Ouais, bien sûr, mais en fait, c'est une habitude à changer. Oui, quoi. oui, mais non, c'est vraiment... à un moment, quand on a soif, il n'y a pas d'habitude à changer. On a soif, on a envie d'aller boire. Bien sûr. Maintenant, c'est être habitué à cette sensation de déshydratation. Certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Donc, l'hydratation, première chose. Deuxième chose. Je dirais peut-être manger des légumes. C'est con, hein. Plus de légumes. Mange des légumes, comme nos parents nous l'ont dit. Horrible. Voilà. En fait, on a été traumatisés. Alors, en grandissant, on ne veut plus en manger. Ce qu'il faut se dire, c'est que le palais change. Bien sûr. Je pense que des oignons caramélisés, enfin rissolés, poivrons, chicons gratins, toutes ces choses-là. Aubergines, c'est super bon. Oui, mais on nous faisait manger ça à 10 ans, on n'aimait pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est vrai. le palais change beaucoup. Les légumes, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Ils vont t'apporter beaucoup de minéraux, beaucoup de fibres, des vitamines. Meilleure digestion. Meilleure digestion. Ils vont permettre à ton bol alimentaire d'avancer plus vite dans ton tube digestif. Ils vont augmenter ton effet sur la satiété. Ils vont pouvoir remplacer une partie peut-être des féculents dans l'assiette. Et donc au niveau du volume de ce que tu as mangé, ce sera identique, mais tu auras moins de glucides. Tu faciliteras peut-être la perte de poids, etc. Les légumes, il faut en manger. Ça s'est perdu chez beaucoup de monde, je trouve. C'est facile. Ça peut être vite fait, bien fait. On peut se prendre 2 grandes carottes. Alors 2 grandes carottes, c'est déjà très lourd. C'est déjà une bonne quantité. On trempe dans un pot de houmous, on grignote ça en apéro, ou en fin de journée ou quoi. Tu peux avoir simplement... Tu peux les mettre au four. Tu mets tout un plat rempli de légumes au four. Tu prends les laisses à la poêle. des tomates cerises que tu coupes en deux, du concombre que tu coupes finement, avec même un peu de feta pour donner du goût, sel, poivre, huile d'olive. C'est fait. C'est super bon. Bon, après, voilà, il y a tous les légumes cuits, etc. Mais manger plus de légumes et surtout manger des légumes tout court, c'est quelque chose d'important. Hein. Une portion à midi, une portion le soir, une portion au matin pour les plus motivés. Mais voilà, et moi j'essaye en tout cas personnellement d'avoir environ 500 grammes de légumes par jour, que je répartis sur 2 repas complets. C'est énorme pour les gens qui n'ont pas l'habitude. C'est une bonne portion, ouais. Et vraiment uniquement en légumes. Hein. Il y a encore les légumineuses et d'autres qui suivent. Mais j'essaye d'avoir ça 2 fois par jour. J'y arrive pas tous les jours. Mais j'essaye d'avoir une moyenne de 500 grammes par jour. Et la dernière habitude, donc hydratation, légumes et... Alors, c'est une habitude marrante, celle que je vais dire, mais augmenter les graisses. Ah! Pourquoi? Parce que... Surtout pour les filles, je t'assure que c'est compliqué de te dire dans ton alimentation ajoute des graisses, parce qu'on va en reparler après dans les clichés, hein, je vais un peu t'en donner. Pour nous, graisse égale prise de poids. Alors, graisse égale surtout malbouffe en Belgique. Ok, mauvaise graisse, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Ouais. Bon, on l'a tous entendu. Va dire ça au sud de l'Italie, ils vont te regarder avec des grands yeux. Bien sûr, parce que pour toi, c'est du bon gras que tu veux rajouter. Donc, les bonnes graisses dans l'alimentation vont être bénéfiques vraiment au niveau santé. Donne-nous des exemples. Alors, le jaune des œufs de qualité, comme on a parlé tout à l'heure. Le chocolat noir à haut pourcentage. Là, tu vas peut-être bien aimer. Pesto, tapenade, huile d'olive, guacamole. J'adore. Donc, toutes ces sortes-là, généralement, c'est fait avec de l'huile d'olive ou de l'huile de colza. Pour la plupart, c'est bon, ça donne du goût, ça permet à ce que ton repas ne soit pas sec. Ouais. Par exemple, t'as du riz ou des pâtes. Ouais. Bon, effectivement, tu peux mettre un peu d'huile d'olive, mais si tu mets une bonne cuillère de pesto dedans, ouais, ça va être meilleur. Et c'est toujours 1000 fois mieux que la sauce, quoi. Oui, bien sûr. Enfin, ça dépend comment tu fais ta sauce, mais oui, souvent, mais je veux dire une sauce industrielle. Tu veux manger du thon sur une cracotte ou sur une tranche de pain.
sans gluten. Mais tu veux manger du thon, qu'est-ce que tu vas mettre avec? Une mayo? Pour pas qu'il soit vraiment... Oui, une mayo, en vrai. Tu mets ton thon avec du houmous. Tu mélanges ton... Et en fait, tu te fais une espèce de pâte. Est-ce que c'est vraiment bon? Moi, j'aime bien. Ok, on va goûter. Moi, on aurait dû faire une dégustation. Ce sera peut-être une idée de la prochaine vidéo. Mais voilà, tu peux effectivement, ça va donner du goût. Ça va le fait que ton repas ne sera pas sec. Ça va apporter aussi des bonnes graisses, donc plein de bonnes choses. Tu as les oléagineux et les beurres d'oléagineux. Alors, à ne pas confondre avec les fruits secs. Donc, un fruit sec est un fruit qu'on a séché. Un raisin sec, une date, un abricot, etc. Un fruit oléagineux est une amande, une noix de cajou, noix de pécan, etc. Donc, c'est des fruits à coque. Un fruit à coque, tu as entre 40 et 70% de graisse. Donc, une noix, les cerneaux de noix, là, les petits cerneaux, tout à fait. Tu as 70% de graisse dedans. Le beurre, c'est 82. Donc, les noix sont aussi gras que du beurre. On ne se rend pas compte, mais c'est très, très riche en graisse. Et alors, évidemment, tu as toutes les beurres ou les pâtes. Beurre d'amande ou pâte d'amande, c'est pareil. Donc ça, c'est vraiment toute une famille de graisses qui est très intéressante. Tu as les poissons gras également. L'avocat, j'ai parlé du guacamole, mais tu as l'avocat pris à part. Et puis, grosso modo, tu as aussi les autres huiles, les huiles végétales, donc l'huile d'olive, l'huile de graines de lin, un peu l'huile de tournesol ou l'huile d'arachide, c'est riche en oméga 6. Donc plus d'hydratation, plus de légumes et plus de gras. Ouais. Ok. Alors, il nous reste 2-3 petites minutes. Je vais te reprendre un peu des clichés, des messages que j'ai reçus, où parfois les filles que je coach me disent, et que j'aimerais juste que tu me dises vraiment en un mot, vrai ou faux. D'accord. Si c'est faux, tu réponds en une seule phrase. Ça va? Et on prendra le temps peut-être de déconstruire dans une prochaine vidéo. Mais ici, c'est plutôt vraiment sous forme de jeu. Alors, j'ai pris un jus d'orange ce matin. J'ai déjà fait le plein de vitamines. C'est suffisant. Non, vraiment pas. C'est faux. À déconseiller. Ok. À déconseiller totalement. Pourquoi? Donc, on parle bien du jus d'orange au réveil. Pourquoi? Parce que le jus d'orange à taux de sucre est égal au coca. Oh. Donc, si on boit un verre de jus d'orange, on a ce verre ici, on boit le verre de jus d'orange ou le même de coca, on l'ingurgite, il va se passer la même chose au niveau de notre glycémie dans le corps. Au niveau de notre libération d'insuline, il va se passer la même chose. Ça va créer un pic, un excès d'insuline par rapport à la quantité de glucides ingérés, une hypoglycémie réactionnelle et des fringales dans la journée. À éviter. Voilà. Alors, bien sûr, le coca, il y a de l'acide phosphorique, il y a d'autres mauvaises choses dedans, etc. Mais vraiment, jus d'orange à éviter. Le jus d'orange tout court, mais encore pire, celui à jeun le matin, vraiment à éviter. Ok. Alors, je suis indisposée, donc j'ai mes règles. En tant que femme, j'ai le droit de manger du chocolat noir. Alors, femme, homme, indisposé ou pas, on a tous le droit de manger du chocolat noir. Alléluia. Donc, je parle bien du chocolat à haut pourcentage. Donc, vraiment, plus on s'approche de 100%, plus on est vers le... En fait, du chocolat 100%, c'est du cacao. Oui. Et une fois qu'on commence à le couper, on va dire, ça devient du chocolat. Donc évidemment, quelqu'un qui veut manger du chocolat tous les jours, je le conseillerais, sportif, pas sportif, jeune, vieux, homme, femme, allez-y, quantité raisonnable. Ok. Alors, je bois du lait végétal parce que c'est mieux que le lait de vache. Oui, éventuellement, oui. Je suis pas pour le lait de vache, fort inflammatoire. Teneur en lactose, voilà, quelques petits points négatifs. Mais mieux, mais peut-être pas le prendre trop sucré, quoi. Ce serait plutôt ton conseil. Oui, naturel. Donc vraiment du lait végétal, vous prenez du lait d'amande, du lait de noisette, aucun problème. Le lait de riz, teneur assez élevée en glucides. J'ai pas dit en sucre, je parle bien en glucides de manière générale. Il n'a pas un index glycémique élevé, mais je ferai un petit bémol pour le lait de riz. Et voilà, mais voilà, c'est ni plus ni moins, mais effectivement peut-être meilleur pour moi que le lait de vache. Ok, alors je mange un bol de céréales le matin avec du lait. Catastrophe. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est no way. Ça, c'est se mettre une balle dans le pied dès le réveil, quoi. Ok, alors je mange full protéines parce que j'ai envie d'être musclé. Alors, ça ne marchera pas, malheureusement. Donc, effectivement, ça, c'est intéressant parce que je vais être un peu plus large que sur cette réponse. En fait, les protéines, peu importe le sport ou l'objectif, toutes les personnes sont régies à la même quantité par rapport au poids qu'ils font. D'accord ? Un cycliste de 60 kg ou un bodybuilder de 100 kg doivent manger la même quantité de protéines par rapport à leur poids. Oui, tout à fait. D'accord ? Donc, on voit bien que le cycliste ne gonfle pas comme un bodybuilder, tout simplement pourquoi ? Parce qu'il n'a probablement pas une alimentation hypercalorique pour prendre du poids et il n'a pas l'entraînement adapté pour prendre du muscle. D'accord ? Donc, les protéines ne vont pas faire prendre du muscle. À proprement parler, c'est le type d'entraînement et le reste de l'alimentation en fonction du fait qu'elle soit hypercalorique, qu'elle sert à faire prendre du poids qui va donner de la masse musculaire.
D'accord. Ok. Maintenant, manger des protéines en mangeant beaucoup, entre guillemets, ce qui va être intéressant, c'est que ça va peut-être avoir un effet sur la satiété important qui va permettre de ne pas manger des mauvaises choses à la place. Ok. Mais c'est un peu tiré de son contexte. Donc, Ok, très intéressant. Alors, il m'en reste juste 2 petites et puis alors on va clôturer. Je suis italienne, donc bon, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est une de mes abonnées. Je suis italienne, donc j'ai la meilleure alimentation au monde. Alors, certainement qu'ils ont une meilleure alimentation que nous. Je parle du belge moyen. Maintenant, l'alimentation méditerranéenne, pour être un peu plus large que l'alimentation italienne, est de très bonne qualité. Et pour aller plus loin, le régime crétois. Ok. Donc, de l'île de Crète, il vient vraiment de là. Alors, je parle bien du régime ancestral qu'ils ont toujours mangé chez eux avant l'industrialisation, les fast-foods, etc., qui sont arrivés sur l'île. Cette alimentation-là est effectivement la meilleure au monde. Elle est classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, elle est vraiment... voilà, j'ai fait mon travail de fin d'études là-dessus, notamment. Ok, oui, tu le disais tout à l'heure. Voilà, avec l'alimentation de l'île d'Okinawa au Japon, si je le prononce bien. Mais ce sont vraiment les alimentations qui servent à réduire toutes les maladies en fait, du siècle. L'obésité, la plupart des cancers, les maladies cardiovasculaires, etc. Toutes ces maladies qui ont émergé il y a 1 siècle, 2 siècles, ou même pas vraiment depuis longtemps, en fait, toutes celles qui sont dues à notre mauvaise hygiène de vie, notre mauvaise alimentation, enfin pour parler plutôt de l'alimentation principalement, cette alimentation-là permet de toutes les exclure. Ok, très intéressant. Donc, pour aller chercher plus loin, on fera peut-être une vidéo là-dessus pour en parler plus Avec en profondeur. plaisir, Mais effectivement, c'est vraiment très intéressant. Et alors, la dernière que j'ai gardée, c'est une qui m'a particulièrement touchée parce que je pense que ça parle à beaucoup de femmes. Et je parle des femmes, alors c'est les hommes aussi, je sais, je ne veux pas faire de stéréotypes ou de clichés, mais j'ai eu un message qui disait « Je mange sain, mais je me déteste dans le miroir ». Et donc, moi, je pense que là, c'est plus un rapport par rapport à soi, plus qu'alimentaire, parce que manger sain, d'abord, c'est pour la santé et ensuite pour l'esthétique. Enfin, dis-moi si je me trompe. Donc, c'est vrai que conseiller de faire du sport, c'est toujours bon. Bien manger, c'est toujours bon. C'est vraiment au niveau santé et esthétique. Mais qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui fait déjà tous les efforts, qui mange tout bien? Qu'est-ce que tu lui réponds si vraiment elle a un rapport avec elle-même dans le miroir où elle ne se plaît pas? Elle se déteste et le mot est fort, je trouve. Et donc, j'aurais voulu avoir ton point de vue là-dessus. Et on terminera du coup avec ces très belles et très tristes questions. Alors, il y a beaucoup de psychologique derrière tout ça. Déjà, pour reprendre ta question, quelqu'un qui mange à la perfection et qui ne se trouve pas beau dans le miroir, alors depuis quand il le fait? Si cette personne a 30 ou 40 kilos à perdre et qu'il le fait depuis 1 mois et que dans le miroir, il ne se trouve toujours pas bien, c'est normal. Il va lui falloir du temps, beaucoup de temps pour arriver à un physique qui va probablement lui plaire un jour. Maintenant, il y a des personnes qui pensent manger bien. Oui. En fait, ils sont privés de toutes les mauvaises choses, mais ils ont été trop stricts et ils ont oublié toutes les bonnes choses également. Donc, l'apport en bonne graisse, un apport suffisant en protéines, etc., etc. Donc, effectivement, ils n'ont pas de mauvaises choses dans leur alimentation. Parfois, moi, je vois, ils ont pas de snacks, pas de sucreries, pas de mauvaises choses, mais il leur manque un panel de bonnes choses. Et ils rament un petit peu parce qu'ils sont fatigués, ils n'arrivent pas à perdre de poids, ils bloquent un petit peu, etc. Mais c'est parce qu'il leur manque aussi beaucoup de bonnes choses. D'accord ? C'est pas en enlevant que les mauvaises choses qu'on avance, c'est aussi en ajoutant toutes les bonnes choses qu'il faut. Bon. Maintenant, je crois que les personnes la personne qui t'a posé cette question et toutes les personnes qui sont concernées, le jour où tu as eu un souci avec ton apparence physique, surtout, je pense qu'on s'est arrivé tôt dans la vie, enfant, adolescent, etc., c'est quelque chose qui reste. Moi, c'est quelque chose que je rencontre chez mes patients qui ont été en obésité ou en état de maigreur, enfin, en tout cas, où ça leur a posé un problème dans leur physique, dans leur vie. Ces personnes auront toujours un problème avec leur physique. Alors, je m'explique. Quand je dis un problème, c'est toujours, en tout cas, une préoccupation qu'ils auront avec leur physique. C'est un petit peu comme quand tu as un défaut et que tu as l'impression de voir plus que ça. Voilà. C'est ancré, en fait. Oui, mais maintenant, un enfant qui était moqué par son surpoids quand il était gamin ou adolescent, en fait, ça va être sa motivation pour, je pense, le jour où il arrive, en tout cas, à fournir un effort dans le sport, dans l'alimentation et à retrouver un physique qui lui plaît, il aura toujours une attention là-dessus. Il aura peur de revenir en arrière, peur de... tu sais, moi, pour parler un peu peut-être de mon cas personnel, j'étais en excès de poids en étant enfant jusqu'à mes 13-14 ans. Alors, j'étais pas en obésité morbide, mais j'étais quand même fortement en excès de poids comparé aux autres. Et surtout, il y a plus de 20 ans, les personnes en excès de poids étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui. Donc, je faisais
partie voilà, des rares personnes en fort excès de poids. Et ça a fort joué. Ça a fort joué sur ma préoccupation à ce niveau-là. Et même ton parcours, peut-être même de oui, diététicien, oui, finalement. Oui, voilà, ça arrive un peu plus tard. Mais donc, j'ai eu... l'adolescence a fait que on grandit, on s'affine, le corps change. J'ai joué quelques années au rugby, voilà, il y a eu différentes choses. Et ça m'a en fait affiné, allongé. Je suis devenu, entre guillemets, normal, comme les autres. Mais ça ne me suffisait pas. Je voulais être très mince. En fait, t'as voulu aller chercher l'autre extrême, en fait. Oui, pour moi, être la réussite d'un physique était d'être mince, d'être très mince. À l'opposé de là où tu te sentais mal dans ta peau. Ouais, pour moi, c'était l'idéal, c'était ça. Et donc, j'ai fini, ça se voit peut-être pas comme ça aujourd'hui, mais j'ai fini avec 40 kilos de moins qu'aujourd'hui. À 18-19 ans, j'avais 40 kilos de moins qu'aujourd'hui, donc j'étais très maigre. Oui, très, tout très à fait, maigre. bien sûr. Et j'avais cette phobie du poids, du gras, et donc je suis devenu... pas dire peut-être anorexique, je ne sais pas avec le recul, mais en tout cas, j'avais une phobie alimentaire où je sautais des repas, je me pesais tous les jours. Si je voyais que j'avais 100, 200, 300 grammes de plus que la veille, je me privais sur la journée. Mon but était toujours de voir le poids le plus bas possible. Mais en fait, j'étais en mauvaise santé. Bien sûr. J'étais plus en excès de poids, mais j'étais en mauvaise santé. Et puis, j'ai découvert en fait, que finalement, pour être en bonne santé, en forme et avoir un physique qui nous plaît, il faut, à contrario, bien manger, parfois même beaucoup manger. Mais derrière, il faut faire du sport quand même. Ça vient pas tout seul. Donc, on va dire, je suis passé par ces trois extrêmes-là. L'excès de poids assez jeune, la maigreur. J'avais à peu près 20 kilos en moins que ma taille. Donc, je suis à 1m78, je faisais moins de 60 kilos. Ah, waouh. Ouais. Ce qui est extrême. Même pour une femme, c'est sûr, très maigre. Mince. Pour un homme, c'est vraiment rachitique. Et puis, j'ai le physique que j'ai aujourd'hui. Donc, dans lequel tu te sens bien aujourd'hui? On ne se sent jamais bien. Oui, mais peut-être parce que tu as justement ce rapport-là. Voilà. Donc, c'est à ça que je voulais en venir. C'est la conclusion. C'est que ça m'a tellement affecté étant plus jeune. Après, je suis parti en diététique, j'en ai fait mes études. Et puis, j'ai aidé beaucoup de personnes avec tout ça. Mais aujourd'hui, ça reste une préoccupation première. D'accord. Ça m'intéresse d'aller au sport, ça me motive, je le fais avec ambition, avec motivation. Je le fais pas avec des pieds de plomb. Oui. Au contraire, si je veux pas m'entraîner une semaine ou quelques jours, je me sens pas bien. Je culpabilise. Donc en fait, le mal-être et tout ce qui m'a en fait bouffé au niveau physique, au niveau obésité, maigreur, etc. durant de nombreuses années. Aujourd'hui, je l'ai toujours, mais je l'ai pris et je m'en sers autrement. En fait, tu n'utilises plus à pointer ce que tu détestes, mais tu te rends compte de ce que tu peux devenir grâce au sport, grâce à l'alimentation. Et en fait, tu essayes d'être meilleur et de te rapprocher de ta perfection, qui est finalement que la tienne et ton regard par rapport à toi. C'est ça. Mais moi, je souhaite à tous ceux qui doivent passer par là de l'avoir le plus jeune possible. Alors, c'est beaucoup plus douloureux de l'avoir jeune, je crois. Oui, je pense. En plus, l'adolescence, c'est vraiment critique. C'est vraiment pas sympa. C'est très dur. Je trouve que c'est mieux que de l'avoir beaucoup plus tard. Parce que beaucoup plus tard, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, bien sûr. Tandis que quand on l'a jeune, en fait, ça devient facile après parce que, en fait, on a une motivation, un espèce de moteur qui nous pousse vers l'avant et on ne s'en rend même plus compte. Donc moi voilà, aujourd'hui, certaines personnes me demandent mais comment tu fais pour consacrer autant d'heures au sport en travaillant autant. Bon, il faut pas oublier que c'est mon métier à la base aussi, mais moi, j'ai presque envie de retourner la question et de dire, mais comment vous faiête pour ne pas faire tout ça? Mais parce que toi, tu as vécu un mal-être qu'ils n'ont peut-être pas encore vécu, ou peut-être qu'ils sont franchement, confrontés à ça aujourd'hui. Je pense que ma vie aurait été plus simple si je n'étais pas passé par tout ça et que je m'en foutrais de mon physique. Ah ben oui. Je ne devrais pas consacrer 8 ou 10 heures d'entraînement semaine. Je ne devrais pas être... regarder ton alimentation. Voilà, etc. et je crois que la vie de certains de mes potes d'enfance est beaucoup plus facile parce qu'ils en ont... je vais dire vulgairement, mais rien à foutre d'aller s'entraîner, de faire du sport et de manger. Ils sont rectilignes, ils sont minces, ils n'ont pas de problème de santé, ils sont normaux, ils ne se tracassent pas. Mais c'est beaucoup plus facile à gérer que d'avoir la pression. Par la pression voilà. Mais non, je crois qu'en fait, je souhaite à cette personne d'obtenir et de se plaire un jour. Mais je pense que l'idée que ça ne la préoccupera plus, c'est pas possible. Elle va partir. Elle peut juste améliorer certaines de ses habitudes qui vont faire qu'elle va finalement s'accepter et peut-être mettre d'autres choses en place pour se trouver jolie. Il y a 1001 autres techniques que juste l'alimentaire ou le sportif. Ou que ça reste son moteur et puis que finalement, elle finisse largement
au-dessus de la moyenne et qu'elle finalement elle soit très magnifique, qu'elle fasse des concours de beauté ou peu importe. Bien sûr, c'est ce qu'on je lui lui souhaite. Mais voilà, disons qu'il y aura toujours une préoccupation, je crois, à ce niveau-là. Ok. Mais du coup, ça pourrait être intéressant, en fait, si en commentaire, vous nous dites si ça vous est déjà arrivé aussi, ce genre de problématique et qu'est-ce que vous recommandez de faire, comment on peut encourager ce genre de personnes aussi, parce qu'en tant que coach, ça reste notre job aussi, finalement, de pouvoir les encourager. En tout cas, je te remercie parce que là, on a fait une bonne heure de valeurs et de conseils diététiques, donc on n'a pas su aller tout analyser parce que voilà, on a survolé des thématiques. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens ont des questions à te poser? Alors, je suis pas très réseau. Je suis pas très réseau. Il est un peu has-been. Ouais, je suis un peu has-been. Je suis encore de la génération Facebook, moi. Tu vois, Ouais. donc. Mais j'ai effectivement une page Instagram. Donc, c'est mon prénom avec mon nom de famille On qui mettra suit. ça en Donc, description. voilà, tout simplement. Alors, c'est une page qui me sert un peu on va dire, de vitrine, sur laquelle je présente quelques sportifs, sur laquelle il y a, voilà, il y a du privé aussi. Hein, c'est pas une page, c'est pas une page 100% pro. Et ça me sert de prise de contact. Et puis généralement, je bascule très vite sur WhatsApp en échange de messages vocaux. Et puis en etc. visio, hein, c'est ça. Après, tu peux faire des visios. Oui, mais non, il y a je crois la dernière vidéo. Je pense que c'est toujours la dernière qui est sur mon profil Instagram. Je présente ma manière de fonctionner au niveau diète, etc. Mais bon, bien sûr, je réponds aux personnes s'ils ont besoin d'avoir. Voilà, donc pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Tout se mettra évidemment en lien de barre d'infos. En tout cas, c'était très intéressant. En tant que coach sportif, j'ai appris plein de choses parce que les coachs sportifs ne sont pas formés réellement à la diététique, même si on s'y intéresse et que ça reste une passion. T'es bien plus calé que nous, donc c'est super intéressant de pouvoir avoir tout ça. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous nous les posez. Et Waldo, moi, on y répondra et tout avec le plus grand des plaisirs, sinon via les plateformes et les réseaux sociaux. Alors pour ceux qui l'ont remarqué ou qui vont voir sur les réseaux sociaux, voilà, nous sommes frères et sœurs. Oui, je pense qu'on l'a même pas dit à l'intro. On l'a même pas dit à l'intro, donc ouais. on va le préciser quand même. Alors, je l'ai pas du tout fait venir sur la chaîne pour lui faire de la pub, juste parce que c'est mon frère. Je pense que vraiment, t'es un expert dans ce que tu fais. Et donc, je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir en parler sur cette chaîne-ci. Donc, voilà. Si vous le découvrez, ce n'est pas un secret. Et on est très fiers d'être frères et sœurs. On a le même nom de famille, mais c'est un hasard. Voilà. On n'est pas du tout frères et sœurs. En plus, nos prénoms tout bizarres. Voilà. Donc, voilà. Donc, on vous embrasse bien fort. On vous souhaite une excellente journée. Et plus de gluten, pas d'alcool. Et un dernier conseil, s'hydrater. Une belle journée à tous et à très bientôt. Au revoir tout le monde.